Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de notre podcast Entre Entrepreneurs. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un quatrième participant à ce podcast que je vais laisser se présenter. Ouais, ok. Donc Hugo me connaît déjà un peu, mais vous deux, c'est la première fois qu'on se voit. Je m'appelle Basile, j'ai 26 ans, je suis belge comme vous, je suis né à Bruxelles, j'ai toujours vécu à Bruxelles. Et donc j'ai fait scolarité normale, j'ai ma vie assez normale au final jusque maintenant. Et puis j'ai étudié à l'ULB, j'ai fait Polytechnique, j'ai fait ça 4 ans. C'était pas mal, mais je me suis rendu compte que c'était pas trop mon truc, j'avais envie de bouger. Et j'ai eu une opportunité de dingue de bouger à ce moment-là et de faire 2 ans à Montréal, à l'étranger, pour continuer mes études et surtout changer un peu d'air, me donner des nouveaux défis, etc. Et je suis parti tout seul, je connaissais personne, mes 2 grosses valises et tout. Je me suis dit, allez, let's go, on va voir ce que ça donne. Là-bas, j'ai continué à étudier, mais c'est là où je suis rentré justement un peu plus dans l'entrepreneuriat. Assez rapidement, en fait, j'ai créé une start-up là-bas qui s'appelle la Coop Boomerang, qui recyclait les drèches, donc les résidus de brassage de la bière, en farine. Donc vraiment économie circulaire et tout, assez local, assez en lien avec des problématiques qu'ils rencontraient là-bas à Montréal. Donc j'ai fait ça pendant plus ou moins 2 ans là-bas, jusqu'à 2021. Et puis j'ai fini mes études et là j'étais face à un choix où j'avais un appart là-bas, j'avais la start-up qui était bien et j'avais ma copine, mais je me rendais compte que Bruxelles me manquait trop, mes potes, ma famille et tout. Du coup j'ai décidé de tout laisser là-bas, de rentrer ici sans trop savoir quoi faire, en me disant je vais trouver un chouette truc, mais a priori pareil dans l'entrepreneuriat, je voulais essayer de lancer un nouveau truc aussi. Et puis, assez rapidement, je suis tombé sur Jean, que je connaissais déjà du tennis depuis quand j'étais petit, qui lançait un projet, on a commencé à parler, et c'est comme ça que on a commencé à avoir l'idée de ce qu'on fait maintenant, qui s'appelle Pacaya, dont je pourrais peut-être parler un peu plus tard, mais voilà. Donc, niveau présentation, Bruxelles, Montréal, puis maintenant Pacaya depuis 2 ans. Moi, j'ai une première question par rapport à ce parcours. On va dire qu'il y a juste une particularité, en tout cas chez toi, qui, en tout cas, moi, m'impressionne toujours, du fait que moi, j'ai pas fait d'études du tout. Toi, tu m'as l'air d'être un pont des études. Ça, c'est un peu une question de toute façon qu'on va s'amuser à poser après à tous les invités. Mais comment, quand on passe 5 ans dans les meilleures parties d'université de Belgique, on se retrouve finalement après aller dans un parcours qui est un peu tumultueux, plutôt que de finir chez des Big Four, où finalement tu aurais certainement une situation très confortable, très sympa. Ouais, Tes parents seraient hyper fiers de toi. ils sont déjà fiers. Il y a un Non, paquet, c'est vrai. quoi. C'est une bonne question. Et c'est vrai que je pense que ça a pas trop à voir avec les études, etc. que tu fais, mais plus une question de personnalité. Moi, je remarque que même avant de commencer mes études, j'ai toujours eu cette volonté de faire des choses par moi-même. Mes 2 parents sont indépendants depuis que je suis petit, donc j'ai toujours baigné dans ce domaine de avoir sa propre boîte, faire ses trucs, gérer ses affaires. Et j'ai toujours aimé cette liberté, je crois. Et donc, ça faisait partie de ma personnalité de vouloir avoir cette liberté de faire mes propres choix, d'aller là où je voulais. Et aussi, toujours, je sais pas d'où ça me vient d'ailleurs, cette volonté de créer quelque chose, vraiment de créer, de pas suivre quelque chose qui existe déjà et de vouloir innover aussi. Donc, je pense pas que les études m'aient ni propulsé là-dedans, ni freiné. Je crois que c'est quelque chose qui a toujours été en moi, et si j'avais fait des études ou pas d'études, je l'aurais quand même fait. Bon. Ça, c'est une question beaucoup plus générale, parce que je suis le seul ici qui a pas mis un pied dans une autre école ou dans Ouais. une université. Mais d'ailleurs, mes 2 cofondateurs, là, ils ont pas fait d'études non plus. Ah, Jean, il a pas fait d'études? Et Jean, il a pas fait d'études, et Victor non plus. Mais le truc qu'on a en commun tous les 3, on remarque qui est super important, c'est le sport. Et on a remarqué que les qualités que tu pouvais avoir dans le sport, donc nous, c'était principalement le tennis, donc la compétitivité, la rigueur, la discipline et tout, c'est des dimensions qui nous aident tellement plus dans notre vie d'entrepreneur que les triples intégrales, machin bazar que j'ai appris. Je dis pas que ça sert à rien, mais dans mon cas, je les utilise pas. Mais je trouve que c'est plutôt des capacités comme ça que tu apprends aussi en dehors, qui vont vraiment te former à être un bon entrepreneur. Et je le vois dans notre cas, la capacité à travailler en équipe, à être rigoureux, etc. C'est au final
je trouve, ce qui a la plus grande valeur dans notre équipe pour l'instant, quoi. Et du coup, tes deux cofondateurs, là, Ouais. tu les as rencontrés comment ou quoi Ouais. pour qu'on ait un peu des infos, quoi. Ouais. Donc en fait, je les connais tous les deux depuis très longtemps de notre club de tennis, mais d'assez loin. Donc eux étaient vraiment forts, donc on jouait parfois ensemble, mais ils m'explosaient, même s'ils sont un peu plus jeunes que moi. Et donc ça fait depuis qu'on a genre 10 ans qu'on se voit. On a déjà été dans la même équipe d'interclub et des trucs comme ça. Mais eux étaient très potes, ils ont fait toute leur scolarité ensemble, ils s'entraînaient au tennis, etc. Ils ont été espoirs, même il y en a un qui était sur le circuit pro. Et bah, c'est vraiment en rentrant de Montréal, j'ai vu un... Moi, c'est vraiment que ça, mon parcours, c'est des... Je sais pas, on appelle ça la sérendipité, je crois, mais... Ça, c'est l'étudiant, ça. Ouais, Il a fait l'UNIF, lui. Ouais. Non, j'ai un pote il dit tout le temps ce mot, donc maintenant je le dis aussi. Mais c'est vraiment les trucs qui arrivent par hasard, quoi. Et ça, c'était un bon exemple aussi. Après, je vous raconterai peut-être à Montréal comment ça s'est passé. Mais là aussi, je rentre, je savais pas trop quoi faire. Je travaille un petit peu avec mon père, des trucs comme ça, mais je cherchais pas activement du boulot. Je me dis, je vais sentir un truc à un moment, il va se passer quelque chose. Et puis, je me connecte sur Facebook un matin, mais genre à ce moment-là, c'était il y a 2 ans. J'utilisais déjà plus Facebook, quoi. Donc, je sais même pas pourquoi ce que j'allais chercher sur Facebook. Et puis, je vois un post, justement, de Jean. Et j'avais déjà vu que pendant que moi, je faisais ma startup à Montréal, lui, il avait lancé un autre projet qui s'appelait Lucky Way, qui était une app pour gagner des réductions dans des magasins en éclatant. J'ai déjà vu cette app, je crois. Ok, ouais, c'est possible. Bah, il y a eu quand même pas mal d'engouement en Belgique, Ouais. donc c'est possible. C'était des ballons tu filmais un peu comme Pokémon Go, mais avec des ballons, tu devais éclater des ballons avec des avions. Je sais pas, je peux télécharger l'application, mais j'ai vu Ouais, l'application. c'est ça. Bah, ouais. Et du coup, j'ai vu qu'il postait un message en mode, voilà, j'ai levé des fonds, j'ai une idée, j'ai déjà fait une première app, mais on fait complètement une autre idée. D'ailleurs, le site, il s'appelait A New Idea, donc vraiment, il n'y avait pas encore vraiment, mais il y avait déjà l'idée, mais c'était pas encore à 100% défini. Et puis, je sais même pas pourquoi, moi, je l'ai contacté, en fait. Pareil, c'est une intuition. Je me suis dit, allez, ça fait longtemps que je lui ai pu parler. Je suis trop curieux de voir comment ça se fait qu'il a réussi à lever des fonds. Quelle est cette idée? Je trouvais que c'était original. Il y avait déjà une idée de live avec un présentateur, des trucs à gagner. Je me dis, ok, c'est créatif. Puis là, on a été boire un café, on s'est bien entendu. Et puis c'est parti, quoi, sans trop réfléchir. Parce que là, du coup, tu viens de parler de live, de présentateur, etc. Je pense que ce serait peut-être bien de recontextualiser pour tout le monde. Qu'est-ce que tu fais maintenant, on va dire, quel est le produit que tu proposes sur le marché, et peut-être même expliquer le pivot plus ou moins récent que tu as fait pour Ouais. après. Ok, à fond. Donc, quand on a démarré il y a 2 ans, c'était un live sur une application mobile qui est la nôtre, où on pouvait gagner des expériences toutes les semaines. Donc, tous les dimanches, il y avait un live gratuit. Tout le monde téléchargeait l'app, se créait un compte, et puis, au même moment, participait au live. Et donc, c'était un trivia, donc un quiz avec 12 questions, 3 choix multiples, et à chaque fois 10 secondes pour répondre. Et chaque fois, il y avait une expérience différente. Donc, on a offert match Atlético Real, City Trip à Londres, un truc de bien-être en Champagne. Donc, on a essayé de mixer un peu toutes des expériences qu'on trouvait assez cool. On a fait 2 mois, on a eu 10 000 téléchargements. Donc, c'était assez cool en Belgique, c'était en français, etc. Et puis, là, on a fait un gros pivot d'un coup. Donc, on a eu quelques bugs sur l'app qui nous ont en fait mis un peu hors de la tête dans le guidon, quoi, en fait. Donc, on était vraiment dans le lancement, etc. Puis, on a eu ces bugs. On a dû attendre que ce soit développé et que ça remarche. Et là, on s'est posé et tous les 3, on avait un peu la même intuition de dire « Ok, ça marche bien, on a des bons retours utilisateurs, mais par rapport à l'ambition qu'on a et la volonté de créer quelque chose de nouveau, on n'y est pas à 100% et on sentait qu'il y avait quelques problèmes. » Donc, sur base de ça, de cette intuition, on a contacté beaucoup d'utilisateurs, plus d'une centaine d'appels comme ça, juste « Tiens, qu'est-ce que vous en pensez ?» à la fois qualitatif et quantitatif. Et en fait, tous ces feedbacks-là ont renforcé notre intuition, qui était que les gens venaient pour essayer de gagner. Il y avait un peu de cash qu'on mettait pour tous les finalistes, ceux qui avaient toutes les bonnes réponses, et le gros prix qui était l'expérience. Et en fait, en voyant les gens jouer et tout, on remarquait que le contenu, nous, on s'est forcé à faire du super bon contenu avec l'animateur. On a mis 6 mois à le trouver. Il avait un texte à chaque fois. On mettait des heures et des heures à écrire le texte. Et en fait, les gens, ils attendaient juste la question, mais le contenu en lui-même les chauffait pas plus que ça. Alors que nous, on mettait une énergie dingue. Donc, ça s'est dit, il y a un problème. Et sur le long terme, ça va poser des problèmes parce que pour la récurrence, etc., on a envie de créer... Nous, on voulait créer une communauté. On voulait créer un engouement. On voulait que les gens, ils veuillent vraiment retrouver l'animateur, rigoler avec lui, etc.
Et puis, ça s'est confirmé, en fait, quand on a fait des appels et du feedback, que les gens, ils disaient, ouais, moi, je joue, mais au final, une fois que je perds, je pars, ou quoi. On voyait ça que souvent, les gens, quand ils perdaient, parce qu'ils étaient éliminés, et du coup, ils pouvaient plus gagner, ils partaient. Sur base de ça, du coup, on a brainstorm, on a fait le pivot pour arriver au résultat actuel. Donc, on a remarqué 3 choses, c'est que c'était la catégorie voyage qui plaisait le plus, qui était le plus grand public, parce que sinon, on changeait à chaque fois de bien-être, sport, etc. C'était impossible de faire grossir une communauté autour de tellement de thématiques différentes. Donc, on a choisi voyage. Le contenu, en fait, on a réalisé qu'il fallait aller beaucoup plus loin et être beaucoup plus innovant parce que ce qu'on avait fait à ce moment-là, ça avait déjà existé aux États-Unis et il y avait eu des copycats, enfin des copies en France et en Europe, etc. Qui avait fonctionné ou pas? Tous n'existent plus, à part un en Suède, mais qui stagne, quoi. Donc, pas Qui est des- rentable et tout ou pas? Qui est rentable, ouais, mais qui est rentable juste comme il faut, mais tu sens que ça fait 3-4 ans que ça stagne un peu. J'ai eu des calls avec le fondateur du truc, je sais pas s'ils vont le maintenir comme ça ou si... Mais en tout cas, c'est pas le genre de projet qu'on voulait avoir. Nous, on voulait exploser le game et faire un truc qui grossit et se diversifier. Et là, je sens qu'ils sont un peu bloqués dans leur truc et donc je me disais, bon, mauvais signaux, quoi. Mauvais signaux. Celui des États-Unis, c'est celui qui a le plus pété. C'était 2 millions un moment en direct. Dwayne Johnson qui était sur leur truc. Ouais, mais vraiment, De Niro aussi qui a fait un épisode. Aux États-Unis, tu dis HQ Trivia, tout le monde a déjà joué. Mais eux, c'est juste plutôt les fondateurs qui ont complètement explosé le truc. Il y en a un qui a fait une overdose, qui est mort. L'autre, après, qui a foutu la boîte en l'air. Ouais. Putain, c'est bien, bonne perspective de boîte, quoi. Ouais, voilà. Au moins, ces 2 problèmes-là, on les a déjà écartés. C'est pour ça qu'on t'interroge maintenant, parce que dans 2 mois, c'est fini. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais plus sérieusement, après, on a interviewé du coup pas mal de personnes qui avaient fait. J'ai eu un call avec ce fondateur-là, d'ailleurs, c'était assez marrant. Il était dans sa Tesla à New York, un peu cliché. Ouais, il m'a vraiment fait rire. Et un peu la caricature, quoi, du gars. Et c'est le gars qui avait lancé Vine aussi avant, donc quand même très fort pour lancer. Comment tu l'as rencontré, ce gars? Email, tout simple. T'as envoyé un email, il t'a dit ouais, on va se rencontrer, Ouais, cool, ouais. je t'appelle dans ma Tesla. Ouais, ça c'est Je un truc. t'appelle dans ma Tesla. Bah, j'étais pas au courant qu'il serait en Tesla, mais c'était assez marrant. Ouais. Et du coup, ouais, Attends, t'as fait un zoom avec lui dans sa... ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, maintenant, il est dans un fonds d'investissement aussi, donc on avait un call avec eux. Et donc, eux, en fait, ça n'a pas marché plutôt pour ces raisons-là. Mais on a remarqué que par contre, les autres projets qui avaient copié, ça n'avait pas marché pour les mêmes raisons que nous, on avait identifiées, qui est qu'ils n'avaient pas réussi à créer une communauté. Donc, t'attires assez facilement les gens parce que t'as l'appât du gain. Eux, c'était du cash qu'ils mettaient en jeu. Nous, c'était des expériences. Donc, il y avait déjà plus une philosophie derrière de dire le but dans la vie, c'est pas d'amasser des biens, des possessions, etc. En tout cas, de notre point de vue, c'est plutôt de vivre des expériences avec des amis, en famille, etc. Ou même solo. Mais c'est les expériences qui vont vraiment t'impacter et dont tu vas te souvenir plus tard. Et ça, par contre, on remarquait que les gens, ils étaient super réceptifs à ce message-là. Et c'est ce qui nous inspire le plus maintenant au quotidien et qui drive vraiment tout ce qu'on fait, c'est de créer cette communauté de gens, on a remarqué post-Covid surtout, de notre génération, on va dire les millennials ou la génération en dessous, c'est la génération Z, je crois. C'est ça, non? Ouais. Plus ou Oui, moins. je sais pas, Ouais, mais je crois. on voit de qui tu parles. Donc, on va dire les 18-35 ans, Ouais. pour être large. C'est que vraiment, on a un focus maintenant sur le bien-être, sur vivre une vie épanouie et sortir de sa zone de confort. On voit que vraiment, c'est pas une trend, c'est vraiment générationnel, ce besoin de vivre une vie qui nous ressemble et remplie d'expériences, quoi. Et on s'est dit, ouais, en fait, nous, c'est grave ce qu'on aime aussi. Moi, j'ai toujours plutôt dépensé dans des voyages ou dans des expériences que dans des vêtements ou des trucs. Et du coup, on s'est dit, en fait, il y a d'autres gens comme nous. On l'a vu aussi, on l'a validé, hein, c'était pas que comme ça, mais autour de nous, mais même en lisant des articles, en faisant une étude de marché, c'était vraiment quelque chose que les gens voulaient. Et alors, on s'est dit, OK, le voyage, c'est vraiment les meilleures expériences que tu peux vivre. Et personnellement, moi, c'est en voyageant souvent que j'ai le plus appris sur moi-même ou même sur le monde en rencontrant d'autres cultures et en allant voir d'autres choses. Et donc, on s'est dit, là, il y a un truc à faire, il y a un marché, il y a une demande et on va juste adapter ce qu'on a fait avant, qui était en fait un modèle que les gens kiffaient bien, le truc de jeu, de compétition en live et tout, qui est aussi assez d'actualité au final, hein, avec le live streaming et tout. Et alors, on a vraiment switché vers maintenant des voyages, des émissions. En fait, maintenant, c'est en direct toujours, mais c'est une rediffusion du voyage, un peu comme une vidéo YouTube. En fait, c'est une vidéo YouTube interactive en direct. Et ça, en fait, on a remarqué que personne ne l'avait fait de cette manière-là.
Donc, c'est vraiment tout au long du voyage, on venir poser des questions à choix multiples. Et à la fin, on a un duel final entre les 2 meilleurs participants. Et la personne qui remporte ce duel gagne le voyage. Donc, ça peut être des voyages de ouf au Mexique et des trucs comme ça, mais à chaque fois, des expériences assez uniques. Ça, c'est la grosse question que je me suis posée au moment où j'ai regardé un peu le pivot. C'est pourquoi vouloir absolument continuer du live, quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans le live pourquoi tu Ouais. considères que c'est un outil si important dans ton business Ouais. pour continuer à faire le truc? Pour moi, il y a 2 raisons. Tu as une raison pure business et monétisation dans notre cas et différenciation en fait pour créer un produit innovant. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment nous, on vend de l'attention. Donc on a 2 parties de notre business model. La première, c'est la vente d'espaces publicitaires en fait. Donc comme tout projet média. Et on s'est rendu compte que les marques, en parlant avec elles, faisaient face à un problème maintenant, qui est le niveau d'attention des gens. Donc maintenant, quand tu regardes la télé, quand tu regardes YouTube, à côté, tu as ton téléphone, tu as TikTok. Les plus jeunes, c'est encore pire. Personne regarde un contenu à la fois, à part quand tu es au cinéma. Et encore, ils vont plus trop au cinéma, j'ai l'impression. En tout cas, moi. Et ce qu'on s'est dit, c'est en fait, ce qu'on propose, nous, c'est un niveau d'attention qui est beaucoup plus élevé. Parce que pendant 15 minutes, tu es dans le jeu, donc tu es à 100% à fond. On voyait que les gens, ils étaient vraiment comme des dingues. Ils voulaient pas qu'on les dérange, quoi. Quand ils jouaient, on a fait des groupes tests et tout. Et ça, les marques, ils étaient hyper friands de se dire, OK, si on vient intégrer mon contenu de façon intelligente, pas de façon chiante comme sur YouTube avec 30 secondes de ads et tout au début, bah là, il y a vraiment un coup à jouer pour amener cette attention aux marques et créer quelque chose de nouveau et en fait un nouveau lien entre les marques et cette communauté plus jeune qu'ils ont souvent du mal à adresser aussi. Et on remarquait que le live, ça c'est le deuxième point, c'est vraiment dans notre ADN parce que c'est cette notion d'intensité et de vivre dans le moment présent. Et en fait, c'est la notion d'expérience, c'est aussi ça, c'est vivre dans le moment présent, des moments de haute intensité qui vont te marquer plus tard. Et en fait, le live, il représente tout ça, quoi. Donc, dans notre ADN, c'était important de le garder. Là, je vais m'adresser à mon copain à droite, Ouais. un homme qui connaît le contenu. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages et toi qui est aussi qui est un peu un homme de contenu aussi, est-ce que c'est des problèmes que tu relèves tous les jours et c'est des choses que tu sens que les marques ont besoin? Bah, en fait, la publicité, mais comme tu le dis, a énormément évolué. Aujourd'hui, comme tu dis, l'attention des gens est difficulté énorme à obtenir. Et donc aujourd'hui, nous, donc, pour faire la petite parenthèse, on a une app, tu as des créateurs de contenu qui sont dessus, tu as des briefs qui sont alloués par des commerces, et ces commerces peuvent recevoir des créateurs de contenu chez eux, ils leur offrent des gratuités, en échange, ils créent du contenu sur leur réseau. Et en fait, justement, comme tu dis, jusqu'à présent, la pub, moi, je vois la pub classique à la télé, tu vois, c'est au moment où il y a les pubs, déjà, le son de la télé monte énormément et en fait, tout le monde soit te coupe le son, soit éteint sa télé ou met sur pause ou enregistre pour justement éviter ces pubs. Ouais. Là où dans un cas comme le tien, on intègre la pub, où tu dis par exemple YouTube, tu vas avoir cette pub de 30 secondes. Aujourd'hui, ce que les marques recherchent le plus, c'est non pas d'avoir leur pub dans les 30 secondes de pub, c'est d'intégrer la publicité en placement produit dans la vidéo où les gens savent pas la passer. Parce qu'en fait, si tu arrives à aujourd'hui juste faire de la pub en disant je fais de la pub pour vendre mon produit, ça fonctionne plus. Alors que si tu arrives à l'intégrer dans du divertissement, dans de l'éducation, dans toutes ces choses-là, la publicité est moins consciente que l'espace et l'encadré publicitaire comme on a toujours eu l'habitude de l'avoir. Tu vois, la pub pendant l'entracte au cinéma, la pub entre un moment de pause pendant un film, la pub tous les X temps d'une vidéo YouTube, la pub tous les X temps du scroll sur TikTok. Toutes ces choses-là, même si TikTok ou Instagram, c'est plus nouveau, mais la publicité change énormément et aujourd'hui, le meilleur moyen de faire de la pub, c'est de l'intégrer dans quelque chose où tu n'as pas l'impression que c'est de la pub. Quoi. Donc, comme tu le dis, je rejoins à 10 000%. Et quand je vois votre synergie, là, j'ai quand même une question à vous poser à tous les deux. Est-ce que ce serait pas intéressant pour toi, Pacaya, ou toi, pour contenu, d'avoir un jour des créateurs dans Pacaya de contenu? Oui, complètement. Ça, c'est un des points sur lesquels on travaille beaucoup maintenant. C'est justement, on s'est dit, et c'était une question que je voulais te poser aussi, c'est de plus en plus dur d'adresser cette cible-là parce qu'elle est bombardée, quoi. Et donc, tu veux sortir du lot, et c'est vraiment ce qu'on est en train d'identifier, c'est que donc tu as vraiment les pubs à l'ancienne ne marchent plus, mais même maintenant, comme ça fait un petit temps que tout ce qui est les pubs digitales, etc., sur les réseaux sociaux, c'est devenu aussi un peu old school, certaines, comme tu disais, tu vois. Et donc, c'est maintenant, comment est-ce que tu viens, même sur les réseaux sociaux, dans des trucs qui sont déjà assez récents, encore te différencier? Et c'est ça la question que je me demandais avec toi, c'est au niveau des créateurs de contenu, etc., qu'est-ce que tu as identifié qui permet de faire une différence pour cette cible-là, tu vois, de 18, 30 ans, quelque chose comme ça, parce que sur la première version, on avait essayé d'avoir des
on va dire des influenceurs plutôt Instagram, etc. Et ils avaient fait quelques posts, mais on n'avait pas créé justement une histoire ensemble. C'était vraiment, tu sentais que c'était promotionné, que c'était vraiment un placement de produit. Exact. Et ça n'avait pas marché. Genre, les retours étaient vraiment mauvais. Donc, j'étais un peu curieux de savoir Ouais. c'était quoi ton avis là-dessus et comment justement maximiser un peu les retours quand tu fais des campagnes avec des créateurs. Je suis du même avec toi. En fait, l'influence a énormément évolué. Il y a l'image de l'influence que les gens ont eu au fur et à mesure sur les premières années de l'influence, qui est l'explosion des médias de télé-réalité, des émissions un peu où des gens sont mis en avant ou des célébrités regroupent des communautés. Et ça, c'est l'influence de base. Donc, c'est des gens Ouais. qui ont des grosses communautés qui divulguent à leur communauté, qui font payer pour mettre un produit en avant. Pour moi, cette publicité même n'a plus d'intérêt, sauf pour les gros qui ont des audiences bien travaillées, qui sont vraiment fidèles et où il y a une cohérence entre le produit, donc la publicité, et le créateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux plus mettre un produit qui n'a rien à voir avec le créateur, il fait un placement de produit, il y a de la conversion. Il y a pas, enfin en tout cas, ça fonctionne pratiquement plus. Par contre, ce qui fonctionne, c'est l'authenticité. Et donc c'est là où nous, par exemple, avec notre concept, c'est vraiment, on va jouer sur la nano et la micro-influence, qui sont vraiment des créateurs qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, mais qui vont avoir une réelle authenticité dans leur contenu, une réelle proximité avec leur audience. Et aujourd'hui, c'est ça qui est important, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a 1000, 2000 ou 3000 abonnés peut en parler aux gens autour de lui, et ça va paraître sincère, parce que non seulement elle a la volonté d'en parler, et non pas elle est rémunérée pour le faire. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est arriver à placer l'humain dans l'authenticité et la transparence, et si tu le fais comme ça, bah en fait, tu es plus susceptible si Alex ou Hugo, par exemple, me suivent sur Instagram, je montre un chouette resto, ils sont plus susceptibles d'y aller comparé à un gars qui a 100 000 abonnés ou 1 million d'abonnés, qui a ramassé son chèque à plusieurs centaines ou milliers d'euros pour parler d'un truc. On sait que c'est de la pub, tu vois. Ouais. Et donc là, tu as cette dissociation, et pour moi, aujourd'hui, c'est s'il n'y a pas de crédibilité ou de cohérence entre le produit et la personne qui en parle, ça n'a aucun sens. Et puis il y a cet effet de répétition. C'est si tu me parles d'une fois d'un produit, je sais que c'était de la pub. Si régulièrement tu me remets en avant ça, bah en fait, si je vois 7 fois par an que tu fais la même chose, en fait, je vais plus croire au fait que tu le fais parce que t'aimes et non pas parce que tu veux le promouvoir, quoi. Et donc je pense qu'aujourd'hui, dans ce marketing de réseau, ce marketing d'influence, c'est là où il y a un jeu à jouer, à s'assurer que ta cible clientèle corresponde à la personne qui en parle et qui ait cette transparence et qui ait vraiment une volonté à la personne d'utiliser ton produit, quoi. Donc toi, tu dirais cohérence et répétition, c'est... Et authenticité. Aujourd'hui, je pense que l'authenticité... cohérence, je mettais un peu dans l'authenticité, mais c'est vrai que du coup, tu veux que ça fasse... Même si les gens savent que c'est un partenariat, tu veux que ça paraisse naturel et qu'ils peut-être que ce produit, il l'utilise quand même au final tous les jours dans son quotidien. Tu prends une créatrice qui aujourd'hui, bon, tu dis Léna Situation, aujourd'hui je connais très peu de gens de moins de 30 ans qui connaissent pas Léna Situation. C'est une personnalité qui a réussi à rester authentique dans tout son contenu, qui est très transparente, très proche de sa communauté. Et après, je connais pas ces règles de contrat pour des placements de produits, mais je suis persuadé qu'une personne comme elle va être très sélective sur ses partenariats. Et si ça n'a pas de cohérence avec l'image qu'elle représente auprès de sa communauté, elle ne le fera pas. Contrairement à beaucoup d'influenceurs qui se sont perdus dans ce jeu de je prends le chèque pour faire la promotion d'un produit, alors qu'aujourd'hui, en fait, ça dévalue, et justement, un créateur qui fait pas trop de placements, mais qui, quand il fait un placement, la communauté sait que c'est parce qu'elle le fait de sa propre volonté. Alors oui, c'est clair, il y a toujours un accord commercial, parce qu'il faut trouver un juste milieu dans je te place devant des consommateurs et j'ai un retour sur mon investissement. Mais il y a cette cohérence qui aujourd'hui, à l'époque, je pense il y a 3, 4, 5 ans, n'existait pratiquement pas, quoi. Un gars de la télé-réalité faisait la promo pour un truc débile. Mais ça marchait. Il vendait, quoi. Et ça vendait. Ça n'a pas duré très longtemps. Hein. Mais la télé-réalité, je pense que ça durait quoi, 1 ou 2 ans, les gens qui vendaient la télé-réalité. C'est drôle, j'ai vu, je sais pas si vous avez vu récemment, il y a le... Bon, c'est pas le meilleur podcast, enfin moi je suis pas très fan de ce podcast, mais j'ai quand même regardé parce que ça m'a intrigué, c'est le podcast Sans Permission avec Yumi. Et il y a Thibaut Garcia qui est passé dedans. J'ai vu. Et j'ai regardé juste le moment où il disait qu'en 2020, même si quelqu'un était 10 minutes dans une télé-réalité, il mettait un produit, ça se vendait direct. Et c'était ça, j'étais hyper étonné. Bon, après, il disait que ça va pas durer finalement très longtemps. Après, j'avais quand même une autre question par rapport à ce que tu viens de dire. C'est que globalement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que la micro-influence a en tout cas un taux de conversion qui est quand même largement supérieur à ce que tu peux faire sur du macro. C'est un truc, peut-être Alexandre pour rebondir aussi, dans vos business respectifs, c'est un truc que vous arrivez à utiliser aujourd'hui, bon, toi.
Fatalement, oui. Par définition. Ouais, Par définition, oui. Bah, pas trop, en fait, Il y arrive moyen, mais on essaye. on essaye, quoi. Est-ce que c'est un truc que toi, par exemple, tu pourrais faire? Parce que là, je pense à ça bêtement. C'est un truc que tu pourrais faire où, en fait, à la place d'avoir un live où t'exposes ne serait-ce qu'un flux, si t'arrives à avoir, je sais pas, 1500 lives qui tournent en même temps avec les mêmes questionnaires au même moment et c'est juste des créateurs de micro-influence qui les tournent, tu pourrais avoir, à mon avis, un taux de conversion qui serait bien plus élevé, quoi. Et là, les marques seraient prêtes à payer Ouais. un CPM, c'est comme ça que vous dites, vous, les marketeurs, Ouais. hyper élevé, non? Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, il y a deux trucs dans ce que tu dis. Le premier, c'est que là, on est en plein dedans donc, de l'influence. On est en train de dire, OK, comment est-ce qu'on va... Parce qu'on a cette nouvelle version de l'app, on l'a pas encore lancée. On va la lancer en mai cette année. Là, on est en train de tout faire. L'app est terminée. On a shooté 4 vidéos de voyage, etc., qui sont prêtes. Et là, on est en train de se dire, OK, on met le lancement en place. Comment est-ce qu'on va attirer un max de gens sur l'app? Donc, ça va passer en principal sur les réseaux sociaux d'abord. Et puis après, on va les attirer sur l'app. Et donc déjà, notre animateur, on l'a choisi parce qu'il a une grosse communauté sur Instagram dans le voyage. Donc lui, il va déjà Combien? 500 000. Donc jour 1, il va nous ramener un peu de gens. Mais même lui, il nous dit, tu vois, même sur un 500 000, il va pas nous ramener 10 000 joueurs jour 1. Il a une grosse communauté qui est quand même bien derrière lui. Mais on se rend compte que c'est quand même dur le step. OK, maintenant, il faut qu'il sache ce que c'est Pacaya, puis qu'il télécharge l'app, etc. Donc le but, forcément, c'est d'aller chercher aussi d'autres communautés, d'autres types de communautés. Et je suis en plein dedans. Justement, c'est marrant que tu poses la question. Ça fait 3 semaines que j'envoie tous les jours des mails à plein de créateurs de contenu. Donc ce qui est chouette, c'est que nous, c'est en anglais. Donc vraiment, tous ceux qu'on aime bien et tout, on contacte. J'ai contacté des gens à 1 million comme des gens à 100 000 pour un peu justement voir, OK, combien ils demandent. Et là, on voit qu'il y a un sweet spot justement. Et je pense que c'est l'idée qu'on en retient un peu. C'est que tous ceux qui voyagent, en fait, il y en a beaucoup qui ont 100, 150 000, et tout ce qu'ils cherchent, en fait, c'est voyager gratuit. Donc, ces gars-là ou ces filles-là, ils gagnent pas spécialement beaucoup avec des partenariats, donc souvent, ils se font inviter dans des pays ou des hôtels, ils shootent du contenu et tout. Donc, nous, ce qu'on se dit, c'est on peut leur offrir un voyage ou une expérience, et même encore mieux, il y en a beaucoup qui sont sur place. Et donc, en gros, ce qu'on se dit, c'est, disons, un jour, on va en Indonésie, donc on a John, et on a aussi celui qui filme, qui s'appelle Chema. Lui, il a 50 000 et il shoot du super contenu. Donc, il connaît vraiment tout le monde dans le domaine du voyage. Il suffit qu'ils mettent une story et qu'ils disent « OK, quel créateur de contenu est en Indonésie pour l'instant ?» Et en fait, on créerait 1 ou 2 jours, on fait une super expérience avec eux, genre de plongée. On les invite et en échange, ils créent du contenu et ils partagent le truc. Donc, au lieu de se dire « On va aller prendre à chaque fois un gros, on va lui payer tout le voyage, il va bouger de là où il est avec nous et tout », on va aller capitaliser sur ceux qui sont déjà là et aller chercher même des plus petits parce qu'en fait, ils vont être super contents. Et là, pas plus tard qu'hier, j'ai eu un call avec un gars, il me dit ouais, moi, j'ai 2 voyages prévus là début d'année et après, je suis super chaud où je vais là, si vous êtes là en même temps et qu'on fait une expérience ensemble, je shoot du contenu et je vous tag et tout. Donc, je pense que ça, c'est le mieux pour nous à ce stade d'essayer de maximiser plus des petits qui vont vraiment vouloir s'investir et tout. Et j'avais une question justement par rapport à ça, parce que du coup, tu dis que tu as contacté pas mal de créateurs, etc., qui ont 100 000, 500 000, 1 million, pour leur demander un petit peu ce qu'ils voulaient en échange. Certains t'ont donné de la gratuité. Ouais. Est-ce que tu as des idées de proportion de chiffres? Parce que moi, c'est une question qu'on me pose souvent, vu que je suis là-dedans. Tu vois, on me dit, oui, mais du coup, tu le fais en gratuité. Ouais. Mais nous, si jamais on veut quelqu'un à 100 000, 500 000, 1 million d'abonnés, combien il demande? Et en fait, j'ai pas de tableur clair et précis, parce qu'en fait, c'est très instable aujourd'hui, et ça m'intéresserait de voir un peu si tu as eu des retours, ou si tu peux sortir certains chiffres de proportion, à fond. où moi j'ai été scandalisé sur le coût résultat de certains. Tu vois. Ça m'a, mais j'étais choqué. Du coup, moi je connaissais rien à ce niveau-là parce que c'est un marché qui est nouveau pour moi. Et là où j'ai été introduit la première fois à ce marché-là, c'est avec Jonathan, donc, qui est notre animateur, qui a créé le concept Mom I'm Fine. Je sais pas si vous voyez, il voyageait avec un panneau où il y avait marqué Mom I'm Fine. Et c'est là où il a explosé. Il a commencé ça il y a 7 ans. On a d'ailleurs une casquette au Business. Ouais, tu m'as montré ça. Okay. Ça me fait rire parce qu'il m'en a parlé. Il m'a montré la casquette. Tu vois, lui, regarde, c'est un gars qui a... Je fais, non, je connais pas. Il m'a montré le truc. Je fais, trop bien. Ouais, c'est connu. Hein. Mais ça fait 7 ans qu'il a commencé, je crois. Il a commencé il y a 7 ans, ouais. Mais ce qui est cool avec lui, c'est qu'en fait, tout le monde le connaît, mais de loin, en fait. Quand je dis Jonathan Cuben ou Mom I'm Fine, les gens disent ah ouais peut-être, puis tu montres une photo et tout le monde fait ah oui c'est lui et tout. Donc il a quand même réussi à créer ce truc où en Belgique en tout cas il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Ça a été un bon truc marketing aussi. Hein. Ouais. Genre il a été partout quoi.
Ah, il a été partout, ouais. Il a vraiment, il est très bon là-dessus, vraiment pour développer une communauté. Aussi, il a été très fort, lui, sur sa communauté. Donc, dès le jour 1, il s'est dit, Mom I'm Fine, en fait, il y a plus derrière, c'est vraiment toute une communauté qui veut créer autour de ça. Et les gens l'ont suivi partout, quoi. Et il a créé de l'interaction avec eux. Il a vraiment développé, il nous a aidé là-dessus d'ailleurs au début, à développer nos valeurs. Donc, on a fait un peu des workshops avec lui. Et on s'est dit, OK, il faut qu'on définisse les 5 valeurs de la boîte, qu'on redéfinisse un peu la mission, vision, valeur, et que tout en découle, et d'être super cohérent là-dedans. Et en fait, c'est ça qu'il a réussi avec Mom I'm Fine, c'est que vraiment, il avait des valeurs genre daring, il appelle, donc l'audace. Et donc en fait, dans tout ce qu'il faisait, il devait y avoir un peu d'audace. Et il a eu un truc de fou où il y avait une marque québécoise, canadienne qui avait volé son concept. Donc pour la fête des mères, ils vendaient des t-shirts où il y avait marqué Mom I'm Fine, même font et tout, mais sans l'avoir contacté. Et ils avaient même déposé la marque au Canada. Et donc lui, audace, il s'est dit, OK, c'est une raison de créer du contenu. Il est parti là-bas, il a campé devant l'entreprise. Toute sa communauté est venue camper, ça s'est transformé en un campement de fous furieux. Et il a été tellement loin qu'au final, il y a tous les médias québécois, même du monde, qui sont venus. Et il a fait craquer une boîte valorisée à plusieurs milliards, quoi. Et à un moment, le chiffre de pouvoir s'est complètement inversé. Là où la boîte, au début, elle s'est dit, c'est ça aussi le pouvoir de l'influence, c'est de créer justement cette communauté forte. La boîte s'est dit, le petit Belge, là, il a peut-être 500 000, mais voilà, il va nous emmerder un peu. Maintenant, en fait, les gens ont fait tellement de bruit, ça a fait tellement mal à la marque, lui tout seul, avec sa vision, avec sa communauté, qu'on voit le pouvoir de ces personnes-là et de créer une communauté forte dans des situations comme ça qui sont très spécifiques, mais aussi si tu veux vendre ou si tu veux faire passer un message. Et c'est vrai que cette histoire-là, elle est inspirante parce que tu te dis, en fait, c'est dès le début où tu dois savoir à qui tu t'adresses et qu'il soit avec toi pour les mêmes valeurs, etc. Et quand c'est un peu comme ça qu'il nous a dit, écoutez les gars, il faut vraiment que vous retravaillez ça, que c'était bien. Mais du coup, pour revenir à ce qu'on disait sur le marché de l'influence, ben lui, du coup, j'avais un peu des idées parce qu'il me partageait les trucs, les deals que même lui recevait, comme on voyage beaucoup ensemble. Je voyais un peu le type de boîte qu'il contactait, combien on lui proposait. Et ouais, d'abord, je suis tombé de ma chaise parce que je me dis, putain, ok, c'est cher, hein. C'est très très cher un créateur de contenu, mais qui a une bonne communauté. Et le deuxième truc, c'est que je me suis rendu compte que c'est impossible, comme tu disais, c'est un marché qui n'y a pas de règles. Il n'y a pas, ok, lui, il a 1 million, c'est entre temps et temps. C'est abuser la différence d'une personne à l'autre, quoi. C'est pas forcément vrai, hein, parce que moi, je connais de près ou loin des gens qui ont bossé dans des agences d'influence, dans des choses comme ça. Et en fait, le gros problème aujourd'hui, d'ailleurs même j'ai déjà pensé un jour à faire un SaaS là-dessus, mais c'est pas fait. Enfin bref, le gros problème aujourd'hui qu'il y a pour les réseaux sociaux, etc., c'est que les métriques sont jamais claires. Du fait que le nombre d'abonnés est en fait une métrique qui est complètement abstraite parce que ne correspond pas au taux de conversion. Et du coup, j'avais vu clairement des agences qui maintenant publient clairement le taux de conversion des gens. Ouais. Et en fait, tout comme maintenant, quand tu as un projet d'investissement, tu vas acheter les taux de rentabilité. En fait, ils avaient des sortes de tableurs qui étaient indexés par rapport au taux de conversion. Et tout comme maintenant, moi je connais des investisseurs, quand ils font des recherches immobilières ou quoi, ils disent vous me filez tous les projets à 8% et on s'en fout, moi j'ai 10 millions à mettre et je veux absolument de 8% sur 10 millions. Ouais. Et en fait, du coup, ils stackent les projets à fond. Mais en fait, moi maintenant, j'ai clairement vu des agences faire ça. Il y a quelqu'un qui arrive et qui dit non, on veut un taux de conversion de 10%, voici tel budget, on veut toucher, je sais pas, 100 000 personnes. Ouais. En fait, après, ils stackent tous leurs influenceurs dedans avec ce truc-là, quoi. Et ça pourrait être un truc intéressant dans le contenu. Si à un moment, vous avez des gens qui veulent 500 000, vous dites nous, on vous apportera pas 500 000, mais par contre, on a un taux de conversion qui est de 20 à 25% et on arrive à cette conversion-là parce qu'on a de la micro-influence. Et vous pourrez clairement dire aux gars, oui, moi, si j'avais qu'un gars à 500 000, vous serez à 10%, mais vous toucherez 500 000. Mais nous, on vous propose de toucher 500 000 avec 25% de conversion, mais vous allez par contre être répartis sur 20 créateurs différents, quoi. Après, ça dépend aussi de tes objectifs, tu vois, parce que peut-être Lionel, tu peux élaborer là-dessus, mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi des fois où tu dis, ok, souvent, c'est inversement proportionnel aussi, comme tu disais. Plus tu as d'abonnés en général, moins ils sont plus ton taux de conversion va baisser. Il y a quelques contre-exemples. Il y a quelques je pense par exemple, je sais pas, tu vois, Hugo Philippe ou quoi en français. Enfin, justement parce qu'il crée quelque chose de très fort autour de lui. Mais des Squeezie et tout, ils ont des taux de conversion. Ouais, aussi, c'est vrai. Mais c'est quand même des exemples assez uniques et je crois qu'en général, les taux de conversion des plus petits sont meilleurs parce que comme tu disais, ils sont plus proches de leur communauté, il y a moins cet aspect où tu dis ok, c'est quelqu'un de loin de moi, à qui je m'identifie peut-être moins, etc. Mais moi, je rejoindrais justement cet aspect de taux de conversion. Aujourd'hui, je pense que justement, c'est un élément auquel il faut faire beaucoup plus attention que se dire, parce que moi, je rencontre principalement des restaurants aujourd'hui, et les restaurateurs,
qu'on le veuille ou non, il y a une fracture énorme dans le digital, donc leur perception de la tendance actuelle, elle est dépassée. Il y a toujours un retard, en tout cas pour la plupart. Ils sont toujours en 2018-2020, où il fallait faire un beau feed, tout devait être bien joli, on monte les photos des plats, enfin... C'est un restaurant, je le dis aujourd'hui, il faut arrêter de faire des photos juste de vos plats, quoi. Ça sert à rien. Mais bref, tout ça pour dire qu'en gros, je dirais pas s'axer sur le taux de conversion, parce qu'aujourd'hui, le taux de conversion, il est hyper subjectif en fonction de ton secteur d'activité qui correspond au domaine et à la niche du créateur de contenu, etc. Mais je dirais plus, nous par exemple, sur l'app, c'est un élément sur lequel on travaille et on essaie de fournir un maximum d'informations là-dessus. C'est par exemple le taux d'engagement. Le taux d'engagement, c'est un élément qui peut être un peu plus... c'est ça, en fait, c'est le nombre le pourcentage de personnes qui va interagir avec ton contenu lorsque tu le publies comparé au nombre de personnes au total qui te suivent. Et là, tu vas avoir un truc intéressant parce que, comme je le disais, tu peux avoir 1 million d'abonnés. Si en fin de compte, derrière, il y a 1% de ces gens qui sont prêts à interagir de manière générale, ben moi, en fait, je préfère aller chercher un gars qui a 8 000 ou 10 000 abonnés, mais qui a un taux d'engagement de 10, 15, 20, 30, 40. Et il y a parfois des trucs où c'est scandaleux. La moitié des abonnés presque interagissent quotidiennement sur les posts des gens. Ce qui n'existe pas chez un influenceur qui a 1 million d'abonnés. T'as très rarement un gars qui a 1 million d'abonnés et qui fait du 500, 700 000 likes sur ses posts. C'est par exemple les bébés. Philippe, là, ouais, c'est ça, ça me fait penser. Je sais pas, sa femme a eu un cancer. Là, c'est des trucs, ou bien leur fils est né, ou des trucs rares. Mais tu peux pas prendre ça comme une métrique généraliste. Non, c'est un pic à un moment qui vient, alors que justement, si tu arrives à donner en tout cas une idée générale de l'interaction moyenne. Moi, je dirais plus se baser là-dessus plutôt que d'essayer d'aller chercher le nombre de followers, parce qu'aujourd'hui, le nombre de followers, est-ce que ça veut réellement dire quelque chose? Ça veut pas dire grand-chose. Surtout maintenant, je trouve, quand tu vois... c'est quoi, c'est Thibaut InShape, là, qui est devenu deuxième youtubeur. Tout ça parce qu'il fait des shorts sur YouTube. Et que du coup, il les fait en mode... il parle pas, mais du coup, en fait, c'est que des abonnés américains, espagnols et compagnie. En fait, ça vaut pas grand-chose, quoi. Il a pris 1 million d'abonnés en un mois. Ouais, 1 million d'abonnés. Mais c'est ça que tu vois aussi, je trouve, avec les Reels et le nouvel algorithme, c'est que les gens prennent plus vite des abonnés parce qu'en fait, tu fais un Reels qui pète. Par exemple, Chema, le gars qui filme nos vidéos, il a des Reels qui ont fait 2,5 millions au Pérou ou quoi. Et là, il a pris énormément d'abonnés avec un Reel. Mais du coup, c'est des abonnés qui te connaissent pas vraiment. C'est pas comme la croissance qu'ils avaient avant où en fait, c'était plus post par post, etc. Donc j'ai l'impression que maintenant, tu prends peut-être très vite des abonnés, mais qui sont moins qualifiés. On pourrait dire que c'est des leads un peu moins qualifiés. Mais c'est pour ça que moi j'avais une idée de ça. C'est en fait, ça c'était typiquement pour résoudre ce problème-là. C'est que je voulais me servir de ce genre de métriques-là et peut-être d'un module d'intelligence artificielle pour avoir éventuellement un rate à la fin avec toutes les données que tu peux récupérer sur l'influenceur et clairement dire d'un point de vue commercial est-ce qu'il est content ou pas, quoi. Et ça aurait peut-être je sais pas si je vais le développer ce truc ou pas. Si quelqu'un veut m'aider, n'hésitez pas. On peut trouver un accord je crois là-dessus. Et en fait le but c'était juste de taper dans l'app et on s'arrange. J'avoue, ça peut être pas mal. On peut juste pas t'aider à développer le truc en code, quoi. Je pense qu'on est nul. En fait, la complexité de ça, c'est de parvenir. Après, je suis pas assez performant en code. Moi, c'est pas ma partie. Moi, c'est vraiment le contact client. Robin s'occupe de cette partie. Mais t'as vraiment cette partie justement liée à l'app où en fait pour avoir ces métriques liées aux influenceurs, il te faut l'API Meta. Pour arriver à récupérer toute la data qui est propre au login d'utilisateur Meta pour récupérer cette data, parce qu'en fait Meta, sur le compte Instagram de chaque créateur, aujourd'hui chacun va sur son compte Insta, il y a des métriques, mais il y a quand même pas mal de métriques intéressantes à prendre en compte. Et ça, si les marques avaient accès à ces métriques-là avant de valider une campagne, les décisions seraient déjà un peu plus... Ouais, c'est un peu le truc qu'on a maintenant. Tous ceux que j'ai contactés, au final, souvent ça passe par leur manager. Les plus petits, ça passe en direct par eux. Et du coup, à chaque fois, je leur demandais d'envoyer leurs metrics. Et donc, ils m'envoient vraiment des screens de leur page, de leur page perso, de leurs settings. Et là, je voyais justement, moi, c'est la première fois que je voyais ça aussi complet. Et donc, j'ai vraiment dû regarder, OK, taux d'engagement, impression, etc. Et c'est là où tu te rends compte que c'est vraiment dur de mettre une valeur là-dessus. Parce que tu vas dire, OK, mais lui, il a beaucoup d'impressions, mais peu d'engagement, mais il a une communauté qui est proche de la nôtre, mais dans ce pays-là. Et en fait, c'est très, très dur d'aller se dire, OK, j'ai ce budget-là. Et avant de les contacter, de se dire, OK, il va me demander autant. Et donc, au final, c'est ça que je me suis rendu compte, c'est que tu n'as pas vraiment de benchmark. Tu peux avoir des idées, mais au final, ils sont tous tellement différents, avec une communauté différente, avec aussi un attrait pour le projet. Par exemple, nous, un de nos trucs, c'est qu'on offre le voyage. C'est quand même des gros voyages. T'en as, ils ont fait 150 pays, ils s'en foutent. Et t'en as, ils n'ont pas encore tellement voyagé. Ils ont beaucoup d'abonnés parce qu'ils sont jeunes.
Par exemple, là, il y en a un, il a 1 million, et il a pris très vite grâce au reel et tout, mais il n'a pas encore tellement voyagé. Et donc, il value beaucoup plus ce voyage. Et derrière, il va nous demander, je pense qu'on va pouvoir faire un deal avec lui. Alors qu'on a pris un gars, même profil, un peu plus âgé, 1 million aussi, qui a déjà fait 100 pays. Mais on sentait que derrière, il allait prendre beaucoup plus parce que le voyage, il voyait ça plus comme du taf, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut parfois pas avoir peur et se bloquer non plus sur des chiffres et se dire, OK, j'en connais un qui demande ça, donc lui, il va forcément demander ça. Faut être parfois un peu créatif aussi, essayer de trouver des trucs sur le long terme. Mais sinon, les chiffres qu'on a eus, j'ai eu un peu de tout, quoi. Je veux dire, en général, quand même, entre 500 et 1 million, ils te demandaient quand même un 10, 15, 20 000, parfois même le poste. D'accord. C'était Ouais. à ces chiffres-là que je Moi pensais aussi, que j'ai- moi, c'était pareil. Et c'est encore, ça. je pense que c'est Ouais. les pas chers, je pense. Hein. Ouais, pense que ça va. Là, tu rentres dans une. Bah, tu 20, rentres tu dans la commences à rentrer fourchette quand même qui dans est. des Ouais, gens qui ont pour des des- bons taux d'engagement, pour des 10 potes. peut-être un peu Et moins. on parle de quoi en échange pour ce type de campagne? Un réel posté, Un réel, ouais, c'est ça. de la régularité en story ou Bah, juste en un fait, one shot? nous, ce qu'on demandait, c'était des stories tous les jours pendant qu'on voyageait. Donc, le but, Ok. c'est vraiment de raconter une histoire du voyage. Et ça, c'est aussi au centre de ce qu'on veut faire, c'est le storytelling. Et on se rend compte que maintenant, tu as plusieurs phases dans l'évolution des réseaux sociaux, etc. Et que maintenant, ce qui différencie des bons créateurs de moins bons créateurs, c'est vraiment le storytelling. Et même, bizarrement, MrBeast, j'ai vu un podcast de ça qui disait que MrBeast, il a étudié le truc, que même lui, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas assez de storytelling, qu'il n'osait pas parfois parce qu'il se dit, OK, moi, je veux parler à la masse. Et parfois, peut-être que la masse est trop bête pour avoir une histoire trop compliquée. Puis il a essayé une vidéo, le truc 0 à 100, là où il a des gens, ou 1 à 100, je sais plus, mais de tous les âges qui devaient s'affronter, etc. Et qui était beaucoup plus compliqué à la fin avec un jeu et tout ça. Et en fait, c'est sa vidéo qui a le mieux marché parce qu'il a créé des émotions, il a créé du storytelling. Et c'est ça qu'on remarque aussi. Et c'est pour ça que nous, on va jamais les demander combien ça vaut un reel. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on va faire avec un reel? Il y a pas d'histoire, le gars, il sort de nulle part. Donc, on veut vraiment créer une histoire avec les stories et 2 ou 3 reels à chaque fois qui ont un lien l'un avec l'autre pour créer cette histoire, justement. Donc ça, je pense que je sais pas si tu le remarques aussi, mais que c'est ce que tu disais. Je pense que c'est l'aspect régularité, mais encore plus que ça, l'aspect émotionnel du truc et de créer une histoire. Et en fait, maintenant, on a complètement inversé la démarche. Avant, on arrivait chez eux en disant, on a tel voyage de telle date à telle date. Et maintenant, en fait, on arrive chez eux, on dit juste, on crée un truc ensemble. Qu'est-ce qui vous excite? Où est-ce que vous voulez aller? On essaie de faire un truc qui est possible. Et on part de là parce qu'on sait que sur base de ça, peut-être qu'il va poster 2 fois plus parce que ça l'intéresse. Et on remarque que les discussions avec eux et les prix, ils ont complètement diminué parce qu'on s'est adapté à leurs besoins aussi un petit peu, tu vois, Ouais, c'est quand ça. c'est possible. Je pense qu'il faut pas imposer justement un truc et se calquer avec ce que les gens veulent. Et je rebondis juste là-dessus, je te laisse. Mais en gros, nous, par exemple, je sais pas si on peut appeler ça un pivot, mais c'est une adaptation qu'on vient de rajouter. Nous, notre mode de fonctionnement fonctionne avec un abonnement où les gens viennent régulièrement. Mais du coup, on s'est rendu compte qu'en fait, si on leur demandait juste un format de contenu, juste un réel ou un truc comme ça, ben, en fait, oui, les gens passent, il y a du contenu, ça alimente, mais quid? Alors qu'en fait, justement, si on rajoutait différentes variantes de contenu, où une fois ils peuvent faire un post, une fois ils peuvent faire un réel, une fois ils peuvent faire un carrousel, une fois ils peuvent faire juste un lot de stories. Et en fait, ça permet aux gens de pouvoir se dire, en fait, dans le cas d'un resto, en janvier, j'y vais, je fais un réel, en février, j'y retourne, je fais un lot de stories. Et en fait, ton audience, tu lui relances régulièrement avec du contenu différent, où il y a du sens derrière tout ça. Ça convertit beaucoup plus facilement quand ça se répète dans l'esprit des consommateurs. Parce que justement, comme tu dis, juste du one-shot n'a pas forcément d'intérêt. Par contre, la récurrence avec plusieurs personnes qui en parlent, ou tu vois, un effet de longévité, c'est pour ça que moi je dis aux clients, il y en a plein qui me disent, ouais, je veux faire un mois et puis j'arrête. Non, en fait, reste sur toute l'année, parce qu'en fait, c'est en faisant la récurrence, comme tu dis, qu'il va y avoir des gens qui reviennent, qu'il y a de l'intérêt. Du coup, je vais poser ma question. Parce que ça me trotte dans la tête depuis tout à l'heure. Tu parles de payer des gens, tu parles de faire des super voyages, et tu gagnes comment ta vie? Est-ce qu'on peut en parler? Le business model, business model, comment ça fonctionne? Ouais, parce que là j'ai l'impression que tout le monde, vous avez de l'argent infini, quoi. C'est vrai que ça paraît un peu merveilleux comme ça. Donc j'aime bien. Hein. Malheureusement, il y a personne de nous trois qui a gagné au loto. Et pas on joue encore. pas, donc ça risque pas d'arriver à mon avis. Mais non, en gros, il y a 2 choses, quoi. Il y a le business model, c'est comment on va gagner des sous plus tard. Et il y a comment est-ce qu'on finance tout ça maintenant. Donc, comment on finance tout ça maintenant? C'est avec des investisseurs. Donc, là, on est justement en pleine levée de fonds.
on veut lever 750, on a déjà levé 550, donc on est super content. Et c'est vraiment un modèle, en fait, comme il y a une création de communauté, il y a un produit à créer avant, il y a des shows à tourner, forcément qu'il y a un coût initial qui est assez élevé. Donc, c'est pas un projet qui est rentable jour 1, comme une boîte de service ou quoi. Donc, forcément, on a besoin d'un apport direct. Et puis après, comment est-ce qu'on va faire fructifier cet argent et rendre nos invests et tout contents? Eh ben, c'est deux manières, comme je disais, placement de produits et deal avec des marques. Donc là, c'est simple, c'est plus on a de vues sur notre live, mieux c'est, quoi. Et le deuxième, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler maintenant, c'est la vente de voyages. Et donc là, j'ai fait une étude de marché le dernier mois. Là-dessus, on est en train de mettre tout ça en place sur, en fait, les gens viennent déjà pour gagner ce voyage. Donc, quand ils le gagnent pas, on sait qu'il y a déjà, on a des leads hyper qualifiés, quoi. On a des gens qui veulent aller à cet endroit, qui ont vu la vidéo, qui aiment bien et qui sont chauds. Donc derrière, le but, c'est d'essayer de convertir ça en vente de voyages et plutôt des voyages de groupe pour pouvoir avoir cet effet de masse et scale. Et c'est un marché qui se développe hyper bien. Avant, nos parents et tout, ils auraient jamais pensé partir avec des inconnus, rencontrer. Enfin, ils n'avaient pas Internet, mais rencontrer sur Internet ou dans des petites annonces. Et maintenant, en fait, on remarque que les gens, ils ont trop envie de ça. Ils partent avec des gens qu'ils connaissent pas à l'autre bout du monde. Et si tu crées une belle brand et une communauté, en fait. Tu le documentes surtout. Si Ouais. tu arrives à le documenter, justement, montrer Bah, en plus, nous, on l'envers, montre et on a cette truc avec. C'est ça qui est bien avec les influenceurs et avec John et tout, c'est que tu as la crédibilité de dire, OK, ces personnes-là, ils font des voyages de ouf. Donc, je sais que si je pars avec eux, en fait, je vais m'éclater et ça va être un super voyage. Ouais, en plus, tu sais que la communauté, je sais pas, elle est entre 25 et 35 ans ou quelque chose comme ça, bah, tu sais que t'es avec des gens de ton âge aussi, tu te retrouves pas dans des trucs Ouais, c'est ça. différents et donc. En fait, les Ça gens peut ont s'en aller, envie quoi. d'appartenir en fait à ce Ouais. mouvement Ouais. que vous créez, et donc par l'envie de faire appartenir à ce mouvement, Exactement. d'appartenir à ce mouvement. Moi, il nous reste plus des masses de temps, mais il y a quand même un dernier sujet sur lequel j'aimerais bien revenir. C'est qu'aujourd'hui, tu es assez jeune quand même. Tu as quel âge? 26. 26, tu l'as dit au début, ouais. Je suis le plus vieux ici, non? Non, je Non. Ah non? Ok. Moi, je Toi, vais t'as- bientôt 27. Ah, ouais, Moi j'ai 26 dans 3 mois, mais Ah, bah, ça toi, va. toi, Bonne t'es de- le petit jeune. Bonne de- Toi, t'es le jeune, en fait. C'est vrai que c'est vrai. Je pense, enfin, je te laisse dire les chiffres quand même, mais t'es quand même assez impressionnant et je pense que t'es quand même assez impressionnant pour ça. C'est que t'arrives globalement à prendre l'argent des autres assez facilement. Ça sonne pas très bien, mais ouais. Quand ils veulent me le donner. oui, oui. Pas de force. Ouais, on le Tu prendra le par 100. C'est pour ça qu'il a toujours une arme sur lui, d'ailleurs. Ouais. Non, parce que juste avant, t'as fait une levée de fonds, je pense, de 1,2 million, je pense. Ouais, ça c'était Ouais. au début. Et donc là, tu vas refaire 750 000. Comment, à 26 ans, on arrive à lever 1,9 million en tout? Et surtout, quels ont été rapidement les enjeux de tout ça et les difficultés que ça peut emmener? Parce qu'en plus, je pense que c'est un sujet qui pourrait aussi intéresser Lionel, voire même toi, ou même moi qui va sûrement lancer une startup Ouais, prochainement. à fond. Explique-nous. Non, c'est un gros sujet et dès que tu veux faire un projet justement qui est pas rentable dès le jour 1, tu y es confronté. Donc, je vais passer tous les trucs un peu basiques de dire il faut un bon deck, il faut un plan financier. Donc ça, c'est la base. Mais en plus de ça, parce que pour l'instant, en plus, c'est un climat où c'est vraiment pas facile de lever des fonds par rapport à il y a 3-4 ans où là, on levait super facilement, etc. Et il y a quelques points, je trouve, qui te différencient, où tu dois vraiment te différencier des autres, parce qu'en fait, les gens qui viennent investir, ils sont bombardés, ils ont vraiment plein d'opportunités. Donc, nous, on s'est dit, comment est-ce qu'on va se différencier? Pour moi, c'est vraiment y croire. Si toi, tu dois y croire, tu dois te dire dans ta tête, je vois pas de raison de pas lever. Nous, on a toujours été comme ça. C'est un peu peut-être parfois de la folie de se dire, OK, à tel âge, on va lever autant. Mais c'est d'y croire tellement qu'en fait, la personne en face de toi, elle trouve ça normal. Donc, quand tu arrives, tu présentes ton truc, tu y crois tellement toi qu'au final, la personne n'a pas vraiment de chance de pas y croire parce que c'est OK. C'est vraiment un enthousiasme et une énergie qui doit être communicatif parce qu'au final, c'est quand même de l'humain quoi qui va investir dans ton projet. Donc oui, il faut toutes les bases qui sont solides, il faut bien taffer son truc, il faut faire une bonne impression, il faut arriver avec un bon deck, il faut arriver avec quelque chose. Mais après, tout ce qui se joue, pour moi, c'est vraiment de l'humain, arriver à convaincre la personne sur les premières impressions aussi, parce que ça se joue très vite, et d'arriver à montrer que tu sais où tu vas, l'embarquer dans ton mouvement. En fait, c'est comme quand tu crées une communauté. Pour moi, nos invests, ils font tout autant partie de notre communauté que les gens qui vont nous suivre sur les réseaux sociaux, quoi. Ils doivent sentir ce truc autant que nous, ils doivent être prêts à prendre ce risque aussi avec nous. Et après, pour moi, c'est l'autre truc qu'on fait que je crois que 99% des gens font pas, c'est bombarder, quoi. Genre, on a fait... Envoyer à balle, quoi. Ah, Plein on de n'a pas mails. peur. Ouais.
En fait, c'est ça que je disais au début, c'est l'aspect, nous on appelle ça, on rigole souvent entre nous, l'effet ricochet, quoi. C'est, il faut jamais se dire non, j'ai la flemme, ou cette personne-là, je sais pas. Alors, faut filtrer un minimum, évidemment. Mais le nombre de trucs où j'ai eu ça, même moi à Montréal, c'est que tu fais un truc, tu te dis, je vais jamais récolter les fruits, cette discussion-là, elle servait à rien, j'ai la flemme et tout. Eh ben, c'est à chaque fois les trucs où, au final, derrière, il s'est passé quelque chose. Bêtement, à Montréal, ma startup, j'étais à l'UNIF, et je vois un truc passer sur les valves et tout, que tu regardes jamais. Discussion sur le lunch de midi, bourse, Pierre Pellado, machin truc. Je me dis, ok, j'avais pas envie d'y aller. Ce jour-là, j'avais même pas cours, donc je devais aller à l'UNIF, en plein milieu de Montréal, plein hiver pour rien. Et je me dis, non. Et c'est souvent, moi, quand j'ai cet aspect-là, je me dis, j'ai pas envie de faire un truc que je me force à le faire. Et souvent, ça marche. Et puis j'y vais, juste pour vous montrer l'aspect où, en fait, c'est les trucs où tu t'y attends le moins. Je regarde, j'écoute le truc, je me dis c'est pas mal. Et en fait, c'est des bourses qu'il y avait chaque année. Au Québec, la première bourse c'était 100 000, 50 000, 25 000, 10 000. Et il y a d'autres gens de Polytechnique qui avaient gagné l'année d'avant qui venaient expliquer comment ils avaient fait. Eh ben, juste là, la demi-heure que j'avais prise sur le lunch, on a envoyé notre dossier. On a eu le premier prix de 100 000. Genre pour te dire, alors que j'étais même pas sûr d'y aller, j'ai failli pas y aller. On a rentré le dossier, on s'est dit non, mais on est 3 étudiants, machin. Le projet, il est cool, mais c'est pas aussi sexy que l'autre truc. C'était de la biomécanique, machin truc, des gars de Polytechnique, super chaud, machin. Ils avaient eu le 2e prix. Faut juste pas avoir peur d'y aller. C'est drôle parce qu'en plus, on a une histoire, un 2 qui est un peu comme ça aussi, Ouais. par rapport à son tech lead actuel pour son application. Je vais vous raconter l'histoire, parce que l'histoire de bout en bout est complètement folle. C'est moi, un jour, quand je faisais des lives sur Twitch et que je gueulais tout seul dans ma chambre en apprenant à coder et en faisant mes applications, j'avais, je pense, à ce moment-là, peut-être 10-15 viewers à mon habitude. Et là, un jour, dans le chat, il y a un gars qui vient dans mon chat, qui est aussi un ancien viewer, qui est un ancien joueur e-sport LoL, qui s'avère être CTO d'une boîte de live streaming qui était un concurrent d'eux à l'époque. Ouais. Qui passe, je le connais pas encore à ce moment-là, qui passe dans mon live et on commence à discuter. Moi, je vois le gars arriver et honnêtement, on s'entend bien. Et du coup, je discute avec lui de plein de choses tech et tout. On se suit sur Twitter, etc. Ouais, il est très fort aussi, vraiment. Ouais, il est très fort. Et donc, on fait une petite relation qui commence comme ça aussi. Et on n'est pas meilleurs potes, juste de temps en temps, on se parlait via Twitch et via Twitter comme ça. Et puis, je rencontre ces 2 personnes-là, enfin, lui et son associé au business, peut-être 1 an après, 8 mois après, dans ces eaux-là. Et il nous parle il parle avec ton associé actuel d'ailleurs, David, de leur solution actuelle. Et à un moment, on discute et tout. Et moi, je suis quand même intrigué du fait qu'il fasse du live. Et moi, avec ma casquette de geek, la première chose que je pose fatalement, c'est comment vos serveurs encaissent tous ces trucs de live, parce que je sais que c'est le truc un peu dur. Sur ce, il me dit effectivement, ça peut être sympa que tu donnes un feedback ou des avis par rapport à ça. Et moi, je pense à ce gars que j'ai vu 8 mois avant. Je lui envoie un message sur Twitter. Et d'abord, je te donne d'abord le contact. Tu me donnes le mail, ouais. Ouais, je te donne le mail, il le contacte, et puis je le revois genre 6-7 mois après, et finalement, c'est son tech lead aujourd'hui. Ouais. Terrible. Le pire, c'est qu'on a d'abord pas bossé avec lui, et puis j'avais oublié ce gars, et puis on a eu des bugs sur là. Je dis, il y a un gars qui m'avait parlé d'un gars. et tu vois, de fil en aiguille, je me dis, ah ouais, ok, je vais le recontacter. Et moi, c'est vraiment ça le message, c'est si vous levez des fonds, faut y croire à 100%, et puis il faut se donner les moyens. Et nous, on a listé des milliers vraiment d'invest, des fonds, des privés, des trucs. On a eu un taux de réponse dégueulasse, mais au final, on a réussi à lever ce qu'on a levé, et c'est ça qui compte, c'est vraiment d'y aller, de se retrousser les manches, pas avoir peur de prendre des noms, et au final, ça va payer, je pense. Ça, je pense que c'est un conseil qu'on peut tous faire, c'est globalement, en tout cas, moi, en tout cas, le peu de choses que j'ai réalisé dans ma vie entrepreneuriale, tout ce que j'ai eu, c'était soit j'ai forcé comme un porc, ou dès que je voulais vraiment un truc... j'allais partout, dès que je voulais une banque, j'allais faire toutes les banques, dès que je voulais un client, j'allais faire tous les clients. Et finalement, il y a toujours 1 ou 2 qui finissent par mordre, et voilà. Toi, effectivement, tu as toujours une part de chance, mais du moins le fait qu'il ait un tech lead d'un gars que j'ai rencontré sur Twitch, parce qu'il est venu, on a parlé, et qu'il a eu l'audace de me demander. Et voilà. Peut-être pour finir ce podcast, on va gratter à mon avis 10 minutes, et je regarde la régie. Bon, moi, j'avais une dernière question quand même pour notre ami Alexandre, parce que je sais que tu m'as mentionné avant que tu avais envie de faire du SEO, en tout cas de t'intéresser. Ouais. C'est plus prendre notre consultant que nous avons là devant nous, fier de l'être. Après tout ce que tu as entendu aujourd'hui, on est sur un homme qui a besoin d'aller chercher de faire de l'attraction par rapport au voyage, qui a besoin de faire de l'attraction par rapport à des jeunes qui veulent vivre de l'expérience et regarder des shows de contenu sur du live streaming. Aujourd'hui, en termes de SEO, est-ce qu'il y a des stratégies pures et dures sur lesquelles on peut jouer pour qu'ils gagnent en traction sur ce genre de choses
Alors, en vrai, dire comme ça d'un coup sans aucune idée, c'est compliqué, tu vois. Mais Surtout si que on, si on applique un peu à Pacaya, je te dis maintenant, on a un site, on veut vendre des voyages de groupe et Mhm. tout. Genre, ce serait quoi le starter pack SEO, les trucs où je dois vraiment m'y Ouais. mettre et En par où je vrai, commence. en vrai déjà, faut savoir que le marché du voyage, c'est le plus concurrentiel, je crois. C'est un des Ouais, plus concurrentiels. Du coup, c'est chaud. Donc, tous les trucs en mode fait, tu vois, genre. Allez. En vrai, l'idéal, je pense, c'est quand même les 10 trucs à faire, machin, quelque part. Mhm. Ça, c'est. bon, Donc c'est quoi? chaud. C'est Ouais, c'est des Mais rédactions te d'articles, te des dire, rédactions ouais, de... tu fais Des des blogs rédactions et tout. d'articles. Ouais. Tu vas pas essayer de te positionner sur le mot-clé voyage au Mexique, tu vois. C'est Ouais. impossible. Donc, tu dois aller viser vraiment des Un trucs. peu plus niche, quoi, alors. Ouais, c'est ça, tu dois vraiment. Typiquement, voyage de groupe, non? Parce que tu vois, Ouais, c'est voyage déjà de plus groupe, niche. je sais pas la difficulté, mais je crois que ça devrait encore aller. Et après, tu vois, t'as vraiment fait créer des pages, par exemple, sur voyage de groupe jeunes au Mexique, tu vois. Ouais, c'est Par ça. exemple. Ça, c'est s'il y a des gens qui recherchent, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de concurrents qui ont fait ça, quoi. Ouais. Donc, cette partie-là. Et après, vraiment faire sur des expériences vraiment ultra précises, Ok. genre ultra Donc, aller nichées, quoi. chercher des mots-clés assez précis. Genre, Ouais, c'est ça. En fait, le truc en SEO, c'est de chercher les mots-clés les plus longs, quoi. Ok. Parce que quand tu commences. Sérendipité. Ouais, mais quand tu commences. Venez vivre il a une réussi à expérience placer. remplie de sérendipité. Il a réussi à placer, Ouais. je place la parenthèse, mais 2 fois dans un podcast d'1 heure, un mot que je n'avais pas du tout la connaissance avant d'arriver Mais c'est parce que ici. du coup, maintenant, si tu fais de plus en plus de contenu, etc., si tu le replaces à chaque fois, tu seras peut-être connu comme le Mhm. gars qui. Le mec de la sérendipité. Le gourou de la Ça. sérendipité. Non, mais c'est vrai que c'est important. Et en fait, ça se crée, c'est comme tu disais, hein, c'est créer sa chance, etc. Et c'est ça le plus Ouais. important. Moi, j'aime beaucoup l'aspect où justement tu cites que il y a des choses où c'est celles auxquelles tu t'attendais le moins qui au final finissent par se passer et le fait de dire justement vous avez bombardé et tout. Et je pense que c'est 2 éléments dont je pense tout entrepreneur a besoin de prendre conscience et de pas croire que juste parce que tu fais, il y aura un résultat. Alors oui, j'aime bien les chiffres, mais je pense Mhm. qu'il y a cet aspect feeling qu'on peut pas maîtriser par les chiffres et parfois ça fait partie de l'imprévu, tu vois. Moi aujourd'hui, des choses, enfin tout ce qui m'arrive de plus extraordinaire dans mon quotidien, c'est des choses que je n'avais pas du tout prédit ou alors sur lesquelles je m'étais dit il y a plusieurs mois, pourquoi je prends cette décision, pourquoi je fais ça, Mhm. ça n'amènera à rien. Et en fin de Ouais. compte, mais exactement comme tu le dis, c'est les choses que tu maîtrises le moins et je pense que c'est quand tu as décidé d'arrêter de vouloir prendre un contrôle sur des choses que tu ne pourras jamais maîtriser que les choses commencent vraiment à s'ouvrir et à se libérer et à se Ouais, développer, ouais, quoi. ouais. Donc ça c'était Moi, je suis d'accord. Moi, j'ai développé une nouvelle philosophie maintenant par rapport à ça. La sérendipité. Bienvenue. Non, c'est que globalement, j'essaie de faire tout ce qui me passe par la tête et que je trouve cool. Ah ouais. C'est-à-dire que typiquement, ce podcast-là, Mhm. j'ai vu le bougre arriver un jour faire du contenu. Je me suis toujours dit, tiens, je me verrais bien dans une pièce avec un micro en train de parler. Est-ce que du coup, on lancerait pas un podcast? J'ai envie de le faire. Et il s'avère que. Tu t'es pas posé la question de où, quand, comment. Tu t'es dit Non. on y va et puis on. On s'est vraiment pas Ouais, posé. Et ouais. c'est justement, c'est une discussion qu'on a eue, mais on s'est posé 0 question. On s'est Ouais. juste dit, bon les gars, on sait que créer du contenu aujourd'hui, ça a de l'impact, ou en tout cas, il y a moyen de faire quelque chose. Comment on va le faire, on sait pas. On va avoir des critiques, on s'en fout, on le fait. Ouais. Le but n'était pas juste de se mettre dans une pièce en se disant, oh trop bien, on va se mettre derrière, on va faire passer pour des putains d'entrepreneurs. Non, le but c'était juste de se dire, il y a très peu de jeunes de notre âge qui entreprennent, qui prennent la parole ou qui échangent et qui parlent de sujets. Alors mettons-nous dans une pièce, discutons-en et voyons ce que ça donne. Après, quoi. Et on adaptera les en questions chemin en fait. arriveront après, On etc. adaptera le truc Ça, en c'est chemin. important aussi de se Tu vois. lancer. Et... Ouais, il faut faire. Hein. Je pense que ça, c'est Il vraiment faut la faire, clé, ouais. ouais. Ça, c'est aussi Mhm. un truc. Et moi, j'ai peut-être un dernier message, si je peux me permettre, justement, comme on parlait de levée de fonds, c'est. Ça, je le fais. Je vais m'adresser au public, du coup. Non, c'est que nous, on a lancé là une campagne de financement crowdfunding sur Spreads. Et donc, c'est à partir de 500 €. Si vous voulez soutenir le projet, si vous aimez tout ce qu'on a dit aujourd'hui avec le voyage, le fait de vouloir vivre des expériences et voir des expériences exceptionnelles. Donc voilà, nous, on ouvre maintenant le financement à tout le monde. Et pour donner un petit incentive, parmi tous les gens qui auront investi, en fonction du montant qu'ils ont investi, il y a un voyage avec nous pour 2 personnes à gagner. Donc, à chaque investissement, en fait, c'est une entrée, comme un ticket d'entrée dans le concours pour gagner un voyage. Donc voilà, sur Spreads, et ça s'appelle Pacaya. Trop bien. Bonne chance, en Parfait, tout cas. c'est génial. Tu nous enverras le lien et on le mettra Ouais, je là où il Ça faut. va. Moi, du coup, c'est Hugo Duchesne. J'ai 22 ans. J'ai une entreprise principalement d'abord. Enfin, j'ai d'abord commencé en faisant de l'IT et du code principalement. Cette entreprise-là commence à se scaler de plus en plus. Maintenant, j'ai plusieurs activités. Où à la fois, je fais du consulting, moi, à titre personnel, en tant que consultant freelance dans des plus ou moins grosses boîtes.
J'ai aussi d'autres activités où je propose des produits pour des startups, des PME, etc. Où j'essaye d'aller le plus vite possible pour faire des MVP, des POC et solutionner des problématiques dans des boîtes comme ça qui n'ont pas encore les moyens pour avoir des services techniques complets. À côté de ça aussi, pour cette même boîte, je me suis rendu compte à un moment que il y a parfois pour des MVP, etc., parfois ils nécessitaient quand même tout un tas de corps de métier et que c'était chiant pour des business guys d'établir des grosses équipes parce qu'ils comprenaient pas comment ça marchait. Et du coup, si j'ai une toute petite partie de recrutement où parfois je fais des deals avec des boîtes, soit c'est moi qui crée l'équipe et c'est moi qui les manage et après on va développer le produit directement chez eux, soit c'est une boîte qui vient me voir et qui me dit écoute, on a ce problème technique-là, on sait franchement pas comment le résoudre, aide-nous à la fois avec une architecture technique, mais aide-nous à la fois aussi d'un point de vue personnel. Là, à la fois, je fais les deux, donc je rends les livrables techniques et je recrute les gens qu'il faut. Donc en fait, c'est pour ça que je fais un peu du consulting / recrutement. Mais à la base, ma mission première, c'est aller dans des boîtes, PME, start-up, grosses boîtes, on s'en fout, et solutionner des problématiques techniques que des gens en business ne peuvent pas anticiper et faire en sorte que d'un point de vue organisationnel, technique, code, etc., que leur boîte aille mieux. Et après, d'une autre partie, j'ai ouvert je sais pas si c'est une filiale, mais une autre partie d'activité il y a à peu près 2 ans, où j'ai commencé à rénover une première maison qu'après j'ai revendue. Et là, je commence à essayer de scaler ça avec notamment l'achat parfois de produits financiers qui sont en fait des maisons. Et j'essaie de scaler ça. Et là, sûrement dans l'année qui va venir, ça va sûrement être une filiale qui va, à mon avis, augmenter de manière assez accrue. En tout cas, je passe du temps à faire ça. Voilà. C'était très complet. C'est vrai. Enfin, on sait à qui on parle. Alex? Ouais, ok, moi je peux y aller. Du coup, après, moi c'est hyper compliqué, on va dire, pour les gens qui n'y connaissent rien. Mais du coup, je fais du marketing digital, donc j'ai une boîte de marketing digital où on fait les gens chiants sur Facebook, Google, etc., où on voit les pubs passer, quoi. Ah, c'est Donc, toi. ouais, voilà. C'est toi qui nous bombarde là. Ok. Ouais, ce que vous essayez d'éviter, bah, c'est moi. Tu vois, on est un peu concurrent. C'est pour ça qu'il se présente à la fin, en fait. Et du coup, ouais, non, on essaye de trouver les gens pour créer les bonnes pubs. C'est principalement pour tout ce qui est SaaS, société de service, surtout aussi dans tout ce qui est un peu manuel, donc plombier, chauffagiste, etc., qui est quand même vachement intéressant. Et voilà, du coup, ça fait 3-4 ans, non? Ouais, un truc du genre. 2019, donc ça fait 5 ans même. Ouais. Du coup, voilà, hein, c'est l'activité principale. Après, je fais 2-3 trucs sur le côté, genre un site de logement insolite, un site de location de voiture de mariage qui est un échec. Lien dans le 2e épisode. On l'avait en commun en gros. Et Ça m'intéresse ce truc de logement insolite. J'ai une idée de projet là sur le long terme, mais Ah bah je voilà. trouve qu'il y a vraiment un truc parce que du coup, en ayant étudié le voyage, c'est un peu à l'opposé de ce qu'on fait avec Pacaya, mais je vois que le voyage aussi local boom de plus en plus forcément. Et qu'en Belgique, je trouve qu'il n'y a pas encore une offre de dingue. Il y a beaucoup de tiny house et tout, mais il y a quelque chose à faire. ouais, bah moi j'aime bien ce truc. Mais du coup, je dois lever des fonds. Bon, tu peux la gare. Oh, vas-y. C'est bon, synergie trouvée. Ouais, c'est bon. Parce qu'on est premier sur logement insolite Brabant Wallon, logement insolite Luxembourg quasiment. Donc, mais on va discuter. Mais le business model est à chier pour le moment. Je le revoir. Oh, ça se revoit. C'est bon, c'est qu'une question. Ouais, voilà, regarde juste C'est là. bon, là. Et la personne? Moi, du coup, je m'appelle Lionel Bertrand, j'ai 25 ans, je suis cofondateur de l'application Contenu. Donc, pour la petite histoire, moi, j'ai fait 2 choses dans ma vie. J'ai travaillé dans la restauration beaucoup. Donc, j'ai commencé quand j'avais 15 ans et j'ai fait des études en marketing. Je suis sorti de mes études en marketing, j'ai lancé une boîte. C'est planté. On retournera dans l'épisode 1 pour comprendre, mais du coup, j'ai fait faillite, Covid. En gros, je m'occupais des réseaux sociaux des restaurants. Et puis après, j'ai arrêté parce que je pouvais tout simplement pas continuer. Et là, maintenant, du coup, je repars dans la même problématique qui est de digitaliser les commerces physiques et les restaurants principalement, non pas en gérant leurs réseaux sociaux, mais en les aidant par l'intermédiaire de notre app qui s'appelle Contenu, de faire venir des créateurs de contenu qui profitent d'une expérience gratuite, donc ils ne sont pas rémunérés, bénéficient de la gratuité, en échange ils communiquent, réel, TikTok, post, carrousel, peu importe. En tout cas, c'est sur cette niche-là qu'on est pour le moment, et donc on permet à ces commerçants d'avoir accès à notre outil en échange de quelques centaines d'euros par mois. Et donc là, maintenant, on a lancé ça il y a 4, 5, 6 mois plus ou moins. On est vraiment dessus depuis fin de l'année 2023. Et là maintenant, on va commencer à partir dans le chouette développement, recruter des gens, etc. Donc, Parce qu'avant, ils s'emmerdaient. non, avant, on s'emmerdait pas. Au contraire, on faisait tout seul et c'était vachement galère. Mais on a démarré avec rien du tout. Et aujourd'hui, le projet amène bien.
Donc voilà un petit peu. Et du coup, pour finir ce podcast, avant que Nicolas nous jette un truc à la tête, je pense qu'on finit juste sur un truc moi qui m'intéresse toujours. J'adore savoir les objectifs et la vision des entrepreneurs. Parce que je pense que chacun dans le business, on s'imagine tous une vision à 10 ans. On sait que c'est du fantasme, mais c'est comme quand on joue au loto. On s'imagine toujours à quoi ressemblera notre vie au moment du loto. Ouais. Quels sont les objectifs pour Pacaya et la suite? Et après, tu peux finir en disant moi ce que tu as pensé du podcast. Et puis, À fond. on va finir Ouais. là-dessus. Donc l'objectif Pacaya, vraiment, si on doit prendre un truc très terre à terre, c'est juste de construire la plus grande communauté possible de gens qui veulent vivre des expériences de ouf à travers le monde. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on veut créer, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur notre app, c'est notre objectif. Après, l'objectif perso, moi, avec Pacaya, c'est toujours continuer à s'éclater. C'est ça qui nous drive vraiment, c'est de faire un truc qu'on aime bien. Et je remarque que c'est l'objectif que je veux toujours avoir dans 10 ans, de dire, OK, je m'amuse toujours autant, on se challenge, on est une équipe qui est super cool et tout. Donc, c'est ces deux objectifs-là auxquels je me raccroche, vraiment, de me dire, faire grossir le truc, une communauté, et ça, c'est la vision. Le jour où on a vraiment des gens qui résonnent avec nous, qui kiffent ce qu'on fait et à qui on apporte quelque chose de nouveau, en fait, là, on sera super heureux. Enfin, on est déjà content, ça, on n'est pas trop malheureux, mais on sera encore plus heureux. Et si en plus, nous-mêmes, on s'éclate en le faisant, alors on aura tout gagné. La rentabilité, j'imagine aussi, quand même. Ah bah oui. Non, c'est clair. Mais pour moi, ça va avec et ça découlera parce que si on construit cette communauté, alors nous, on pense que c'est l'application, on pense que c'est ça qui va nous amener de la rentabilité ou la vente de voyage. Mais si on crée cette communauté, qu'on crée quelque chose de fort, je pense qu'on arrivera toujours après à pivoter, à se retourner et tout ça. Donc on veut se focus sur les bases et d'avoir vraiment ce message qui est clair, cette communauté qui nous suit. Et après, on verra ce qui prend, ce qui prend pas, on n'est pas devin, mais pour ça que j'ai pas envie de mettre un chiffre sur des downloads d'app, etc. Parce que je pense que ça suit quoi après. Excellent. Bah écoute, en tout cas, merci. Moi, je trouvais ça très cool. Ouais, moi j'ai Ouais, trouvé très ça enrichissant. hyper intéressant. Ouais. Genre, Merci beaucoup vraiment. les gars. C'était Et, Non, on sait comment lever des fonds. On l'appelle, quoi. et voilà, je pense qu'on peut se quitter là-dessus. Merci Ouais. à tous. Tu serais repartant pour un jour refaire un autre podcast si l'envie t'en vient. avec grand plaisir. Super. Pour ce que je Et souhaitais. il a quand même réussi à tenir une heure et demie. Hein. Le podcast là mais- Ouais, il avait dit qu'il parlerait Bah pas ouais. plus d'une heure. Il parlerait pas plus d'une heure, ben voilà. Hein. Il y a plein de sujets Vous qu'on m'avez mis à l'aise. n'a pas fait. Ouais. C'est vrai. Hein. Là, on a fait la partie 1. Trop bien. Bah, du coup, je clôture, mais comme ça, au moins on finit. Mais juste petit rappel aussi, on a un événement qu'on organise, notre tout premier événement, fin février, le 29 février, où on a déjà réuni en groupe restreint, donc c'est pas ouverture publique, mais donc si jamais il y a encore des derniers participants qui veulent le faire, c'est disponible sur le site C'est payant. du podcast. Bien entendu, c'est payant. Entrée pour chaque personne à 100 €. Pourquoi ? Parce qu'il faut couvrir tout simplement les frais, on va pas vous payer votre repas. Et Par c'est contre, quoi la valeur l'event, dessus est présente, et donc le concept de la soirée, Ah oui. C'est vrai que là, on peut concept closer est- Basile ici. Hein, donc ça le Basile moment. sera Ouais, probablement ouais, c'est présent bon. pour l'event du coup, mais en gros le concept est simple. Notre objectif c'était de réunir des jeunes entrepreneurs qui ont différentes problématiques dans différents secteurs et de pouvoir justement passer une soirée tous ensemble dans un chouette cadre où on peut échanger sur nos problématiques, échanger sur nos commerces et essayer de faire un peu des synergies au maximum et s'aider les uns les Pour- autres. Le Pour but c'est pas... donner, Ouais. pour donner une idée, il y a des gens qui sont dans l'immobilier, qui sont dans l'informatique, il y a des gens qui Ok. sont dans Il des y en a d'autres SaaS, qui ont lancé des apps il y en a aussi, d'autres qui ont lancé des apps. Ouais, il y a vraiment il y a de tout, quoi. Ouais, et on sera en 15-20 plus ou moins. Là, on est 13, je 13, crois. ouais. Bah, donc du coup, il reste 15, encore... enfin, ouais, 15, donc il reste encore 2 personnes. Ouais, il reste Ouais. encore un Ouais. petit peu de Allez. place. Bah, il y a encore Nico, Allez, donc ça on est doit 14. Ouais, donc Vous au m'avez final, convaincu. il reste plus tant de place que ça, mais si jamais, Non. en tout cas, il y en a qui veulent s'inscrire sur les prochains ce sera événements. gros max 20, de toute façon. Ok. Bah, du coup, il y a un lien sur notre site, c'est très simple, vous pouvez vous y rendre si jamais il y a encore des derniers inscrits qui veulent s'y joindre. Et sinon, ben, on se retrouvera soit à l'event, soit lors d'un prochain potentiel podcast. Merci à tous et à très Merci bientôt. beaucoup. À bientôt. Ciao.